Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. C'est parti? Ouais! Wow! Salon du Livre de Montréal 2023. Comment allez-vous? Bien! Hey, super! Ça va bien? Est-ce que vous aimez les dinosaures? Est-ce que vous êtes là pour parler de dinosaures? Parce que c'est ça qu'on va faire. Oui. Alors, c'est probablement le meilleur sujet de toute l'édition du Salon du Livre. Absolument. Sans aucun doute, là. Donc, je me présente, Julien Paré-Sorel, auteur, scénariste et illustrateur de la série Aventurosaures, publiée chez Presse Aventure. Il y a 5 albums qui ont déjà été parus et le 6e est en production. Oh! Et je suis très bien accompagné avec... Baron Marc-André Lévesque. Donc, je suis poète. J'ai mon recueil de poésie sur les dinosaures aux éditions de ta mère. C'est pas une maison d'édition jeunesse, mais ça s'adresse à tous les publics. Donc, si jamais les enfants... Des fois, les enfants veulent le lire, je fais « Oui, c'est correct. » Oui, je confirme que c'est grand public. C'est grand public. Je l'ai lu avec grand plaisir, puis j'en ai parlé dans un balado que je co-anime avec mon grand ami Laurent Boutin, qui est libraire spécialisé en bande dessinée chez Planète BD. Et on a un balado qui s'appelle « C'est quoi le Raptor? » Excellent balado, d'ailleurs. Merci. Excellent titre de balado aussi. Je suis très fier de notre titre. Et à chaque épisode, on s'attarde à des nouvelles. Souvent, c'est des nouvelles qui datent de 60, 100 millions d'années. C'est des vieilles nouvelles. C'est des vieilles nouvelles. Mais des fois, des découvertes plus récentes aussi. Des nouvelles fossilisées. C'est ça, bien dit. Et on s'attarde aussi à une espèce. On a une vedette à chaque épisode. Et après ça, c'est le sujet principal. Et lors de notre dernier épisode, l'épisode 9, on a parlé de Tricératops Canon, le recueil de poésie de Marc-André, avec grand plaisir. Donc, si vous voulez avoir nos impressions, nos commentaires, c'est une critique. Et je pense que c'est la seule œuvre, parce qu'on a parlé de bande dessinée, de films, de jeux vidéo, on a même parlé de spectacles. Et c'est la seule œuvre qui a eu 5 griffes de raptor sur 5. 5 sur 5. Oui, et donc, parce que... Cette griffe-là, par exemple. Parce que j'ai trouvé ça excellent. Puis, il n'y a absolument rien qui m'a déplu. C'est du bonbon. Et tout ça pour dire que, oui, c'est grand public. C'est pour tout le monde, autant jeunesse que personnes en âge d'or. Et ça, c'est un tour de force, je pense, de pouvoir parler de manière universelle comme ça. Oui, mais merci. Puis ça me permet de te renvoyer la balle, au sens où ton univers que tu as construit est quand même assez riche, assez foisonnant. Ça semble être plus jeunesse, non? Ce que toi, tu fais? Oui, bien, c'est beaucoup comme promu comme une série jeunesse. Puis j'aime bien cet angle-là parce que, bon, Presse Aventure, c'est un éditeur jeunesse à la base. Cela dit, moi, j'écris pour tout le monde. C'est une histoire grand public. C'est une histoire de famille pour toute la famille. En anglais, il y a l'expression Tale for all ages. Donc, c'est vraiment un récit pour tous les âges. Et je suis content parce que souvent, les parents, ils vont aider les plus jeunes à lire la série et je pense qu'ils embarquent dans l'histoire autant que les jeunes. Je reçois même des messages de parents qui me disent « Hey, le prochain, il sort quand? Je veux savoir la suite. » Bien, c'est ça. Moi, j'ai hâte. Là, il sort quand, le prochain? Je ne sais pas. Je sais pas encore. Il est en chemin. Il est en production. Faut pas trop en dire. Il est en production. Bon, bien, on se lance des questions. Oui, on se lance des questions. En fait, moi, avant de commencer, une question que je me pose... et c'est la question que tout le monde me pose et que je pose à tout le monde. On va commencer avec ça, puis vous la poser ensuite après. C'est quel ton dinosaure préféré, Julien? On commence tout de suite avec ça. Ça dépend... C'est que ça brûle toutes les lèvres. Je le vois dans les yeux de tout le monde. On va déjà tasser ça de la... On va régler ça. On va régler ça en commençant. C'est une bonne idée. Ça dépend des jours. J'ai des phases, OK? Et présentement, j'avoue que je trippe pas mal sur le Mégaraptor. Alors, c'était un théropode carnivore, mais il était beaucoup plus gros. Que, évidemment, le Vélociraptor qui était gros comme une dinde, mais beaucoup plus gros que même le Deinonychus. Deinonychus, ça dépend comment on le prononce. Plus gros que le Utahraptor même. C'était comme pas mal dans les tops des raptors. Et lui, sa particularité, c'est que sa fameuse faucille, la griffe qu'il avait sur les pattes arrière, lui, il les avait en avant. Donc, je trouve sur ses mains. Oui, c'est ça. Et j'ai comme l'impression que c'est comme un des prédateurs ultimes. Là, mais il y a d'autres jours où je suis plus herbivore, tranquille, tricératopsidé. Exact. Les tricératopsidés sont le fun. Mais à mesure que je pose la question aux gens,
je dirais que le 3/4 des personnes à qui je pose la question vont me nommer des herbivores. Ils vont dire « Ah, j'aime le long cou, j'aime le diplodocus, j'aime le stégosaure et des choses comme ça. » Puis j'avoue que moi-même, j'ai même pas de carnivore préféré. OK. Fait que je pense que ça va être celle-là. Ou le carnotaure. Le carnotaure, il est le fun aussi, là, avec ses 2 petites cornes et c'est vraiment des toutes petites mains. Qui est la vedette de notre dernier épisode, d'ailleurs, exact, présenté par Charles Beauchesne, l'humoriste. Que c'est son dinosaure préféré, si je comprends bien. Oui. Charles qui était là, d'ailleurs, je l'ai croisé hier. Il dédicace là-bas. Il dédicace là-bas. Ouais. Donc, mais moi, mon préféré, ça dépend aussi des jours, mais je dirais que c'est le Sauropelta. Oui. Et j'aime ça trouver des dinosaures un peu méconnus, parce qu'il y en a toutes 10-15 qu'on connaît tout le monde. Tu sais, que quand si je vous dis stégosaure, vous le savez c'est lequel. Le Triceratops, c'est les classiques. Mais j'aimais ça sortir, fait que j'ai trouvé, avec le livre, je suis allé chercher des dinosaures au hasard, le plus possible pour en avoir le plus, pour en trouver des méconnus. Et le Sauropelta, c'est comme un ankylosaure. Ankylosaure, pour vous rappeler, c'est 4 pattes, grosse armure de cornes sur le dos, puis une marche au bout de la queue, puis il peut casser des murs avec ça. Il est vraiment solide. Là. C'est un tank, celui-là, l'ankylosaure. Fait qu'imaginez-vous l'ankylosaure et ajoutez-lui 2 espèces de grosses cornes sur les épaules. On ne sait pas pourquoi il y avait ça. Ça doit être du trouble vivre avec ça, mais il y avait ça sur ses épaules. Lui, là. Il peut plaquer, il peut se défendre avec ses cornes. Viens, Madeleine, c'est correct. Viens avec nous. Veux-tu t'asseoir ici? Veux-tu t'asseoir ici? Sur le sofa en arrière? Sur papa? Ah, OK. C'est ma petite fille. Madeleine. On peut dire bonjour, Madeleine. Bonjour, Madeleine. Super. C'est familial, c'est grand public. C'est familial, mais c'est ça l'affaire. C'est que souvent, on associe les dinosaures à un imaginaire enfantin, un imaginaire jeunesse. Et là, déjà, c'est année de la scène. C'est correct. Merci. On applaudit Madeleine. On applaudit Madeleine. Bravo, Madeleine. Belle présence sur scène. Je l'aime tant. Mon dinosaure préféré, c'est Madeleine, dans le fond, mais je voulais pas le dire. Quand tu m'as posé la question, elle me regardait de même avec des yeux. C'est moi, n'est-ce pas? Tu dis que c'est moi ton dinosaure préféré? Ben oui. C'est un très bon choix. Mais c'est ça, le Sauropelta, il est drôle. Il est vraiment bizarre. On ne sait pas comment. Mais c'est ça qui est drôle. Quand on trouve des nouveaux dinosaures, comme le Cosmoceratops, c'est un de mes préférés, une espèce de grosse plaque, et les cornes revirent par en avant de même. On ne sait pas pourquoi. Un peu comme des années 90, tous les gens, surtout les petits gars, portaient une casquette en arrière avec les cheveux qui sortaient par le trou de même. Là. Moi, j'ai fait ça 1 semaine, puis ma mère a dit non, ça va faire. Ça suffit. Tu arrêtes ça. Lui, il avait ça avec ses cornes. Il avait ça avec ses cornes. Ses cornes sont faites comme s'il mettait sa casquette en arrière. Fait que ça, c'est un autre de mes préférés. C'est intéressant. Je sais pas à quoi ça servait. C'est pour creuser. C'est pas très offensif. Pour gratter, je sais pas. Il gratte son ami. Sa chum m'a dit hey, ça me pique. Ah, oui, OK. Gratter, tu peux-tu? Puis là, il faisait ça de même. On le sait pas parce qu'on le saura jamais. C'est ça, on est que dans la théorie. Ils sont disparus depuis tellement longtemps. C'est ça qui me fait triper en partie avec tout ce qui est préhistoire, animaux préhistoriques, c'est qu'on est dans un monde d'hypothèses. Et il y en a qui sont extrêmement crédibles, mais en même temps, c'est toujours « on pense que ». On ne peut pas savoir avec certitude. Bien, c'est sûr que des fois, là, surtout, moi, je considère qu'on est un peu dans l'âge d'or de la paléontologie parce qu'il y a des grandes nouvelles. Un 2e ou un 3e âge d'or, il y en a plusieurs. C'est qui est plus médiatisé, celui-là. C'est vrai. Avec les réseaux, les médias, on a plus des nouvelles. Et à chaque semaine, il y a une découverte scientifique assez importante. Puis on réussit, les paléontologues réussissent à trouver des fossiles de mieux en mieux préservés. Pas juste des squelettes. Là. Il y a la peau, il y a les écailles, il y a des... Donc, des fois, même, on a une idée de la couleur. Là. Donc, ça commence à être de plus en plus précis. Même avec les nouvelles technologies, on peut aussi aller voir l'ADN, puis voir je pense que c'est les mélanosomes. Là, on peut voir par la forme des molécules. J'ai étudié en littérature, je connais vraiment pas ça. Puis ça, c'est un autre des obstacles lorsqu'on écrit sur les dinosaures, c'est que souvent, ces textes-là sont très savants, utilisent un jargon qui est très savant, et là, on lit de même, là, puis à un moment donné, tu perds le fil. C'est qu'il faut s'en tenir à des choses lisibles. Mais oui, il y a toutes sortes de recherches qui se font, et aussi de la visualisation 3D avec ordinateur, avec les paléontologues vont voir des gens qui font des jeux vidéo, des gens qui font du cinéma, pour reconstruire les dinosaures à partir des informations qu'on a. Les infos qu'on a, c'est les squelettes, oui, c'est les traces. Les traces sont très importantes pour voir le comportement d'un dinosaure, voir comment il se promenait, comment il vivait. Hein? Comment ils dansent. Comment ils dansent, tu sais. Entre eux, il y avait des danses nuptiales, il y avait toutes sortes de choses, parce qu'on se rappelle que les oiseaux, c'est des dinosaures. Fait qu'on peut imaginer, même là, c'est encore dans l'hypothèse, que la vie des dinosaures ressemblait peut-être à la vie des oiseaux, leur vie sociale, leurs mœurs, leurs habitudes, mais en même temps, on ne le sait pas, peut-être que c'était complètement d'autres choses, tu sais. Donc, il y a ça qui est fascinant, c'est qu'on est un peu dans l'inconnu,
mais on en apprend de plus en plus sur les dinosaures. Et plus j'en apprends, plus ça me fascine et plus ma passion, le feu de ma passion, il devient intense. Exact. C'est là où on se dit, ben non, c'est pas juste pour les enfants, triper sur les dinosaures. Non. On le voit, là, majorité d'adultes en ces lieux. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, les adultes, on aime ça. C'est le fun, c'est drôle. Il y en a qui en font un métier. Il y en a qui en font un métier. Ben Puis oui. ça me ramène à une autre question. Vas-y donc. T'as-tu fait de la recherche pour tes livres? Est-ce Ben, que tu as lu des ouvrages scientifiques ou popular science, ou des textes sur les... Qu'est-ce que tu as lu? Tout sur à mes fait. questions? C'est quoi tes drôle sources? parce que j'allais te poser une question, mais ça se rejoint, en fait. J'aimerais ça savoir, toi, ta passion, ton intérêt pour les dinosaures vient de où? Puis je vais répondre à ta question et à la mienne en même temps. Moi, c'est, le cinéma, le dessin animé, Petit Pied le dinosaure. Et j'ai eu la chance, lorsque j'étais enfant, mes parents m'avaient abonné à une revue Dinosaures, pluriel, point d'exclamation. Wow! Et ça, c'était mensuel. Et à chaque mois, c'est une revue avec de la vulgarisation. Oui. Il y avait des bandes dessinées sur des recherches de paléontologues, des fiches. Et donc, c'était vraiment comme une bible là, pour tous les dinosaures. Et à chaque numéro, tu avais comme un bout de plastique de squelette pour reconstituer. Le premier, c'était le tyrannosaure. Après ça, tu avais le tricératops. Et après ça, tu avais la peau. Puis c'était comme luminescent dans le noir. Est-ce que ça dit quelque chose, cette revue-là? Rien. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Il y en a qui ont vu ça, OK. Je les cherche en passant. Je les ai vendus quand j'étais enfant. J'aurais jamais dû faire ça. Je ne serais pas surpris qu'il y ait ça à BANQ quelque part. Là, peut-être, c'est une bonne idée. Je vais aller voir ça. Fait que là, ton point de départ, c'est ça. C'était la revue, puis les films et tout ça. Jurassic Park, évidemment. Là, c'est ça. J'arrive là. Pour la petite anecdote, j'avais 8 ans. Et j'allais à l'école Saint-Arsène sur Christophe Colomb et j'étais au service de garde après l'école et je ne sais pas pourquoi il y avait une télé dans ce service de garde-là. Et peut-être qu'il passait des films ou des trucs. Les télés dans ces lieux-là. Ouais, mais là, on est dans les années 80, je sais pas. Et début 90, bref. Le temps d'écran était moins comptabilisé à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. C'est au 20e siècle, les amis, hein? Et je me rappellerai toujours d'avoir vu la bande-annonce du parc Jurassique arriver sur cet écran-là. Et moi, de penser que c'était vrai. C'était tellement bien fait. Oui. Et le gars qui a fait l'animation pour ce film-là, il s'est tellement sacrifié pour que ça soit le plus hyper réaliste possible que, dans le fond, il a perdu son... Dans le fond, ça a fait briser son mariage. Tu sais. C'est une vraie histoire. Là. Dans le documentaire sur le film, là, il a tout donné. Là, sa femme l'a laissé. Ça, c'est triste, par exemple. Pauvre madame, que son chum était toujours parti faire ses animations de dinosaures. Tous les détails, là. Et donc, ce moment-là, de voir le tyrannosaure moi, je pensais que c'était vrai, là, qui crie devant moi. Ça a cristallisé ma passion pour les dinosaures. Et moi, j'étais plus jeune. Trop jeune pour aller le voir, malheureusement. Donc, mais je me suis repris après. Et donc, j'ai jamais arrêté de me tenir au courant des recherches, des découvertes, de lire sur le sujet. Puis depuis 2 ans, avec mon ami Laurent, on n'arrêtait pas tout le temps de s'envoyer des liens par rapport à certaines découvertes. Et à un moment donné, on s'est dit, on va partir un balado. Comme tout bon trentenaire, blanc, cis, on va avoir un balado. Là, exact. Bon trentenaire comme de la jasette, c'est ça qui arrive. Et pour répondre à ta question, toute la recherche, dans le fond, mon intérêt, les lectures que j'ai faites, que ce soit autant dans la culture populaire, l'art que la science, dans le fond, c'est une base que j'ai qui me sert de source d'inspiration pour ma série. Oui, puis tu ne distingues pas non plus les œuvres cinématographiques, littéraires, les bandes dessinées et le contenu plus scientifique. Je fais quand même la nuance. Au sens où tout ça va participer à ton inspiration. Bien sûr. Puis, juste pour citer quelques exemples, l'univers d'Aventurosaures se déroule dans le grand royaume de Mésoïque, faisant référence à l'ère mésozoïque. Tu as le village de Crétentia, donc le Crétacé, tu as le Triasio, tu as les portes de Jurassique. Donc, j'adore utiliser les termes scientifiques pour créer des noms propres fantastiques. Et évidemment, j'utilise des cas et des itréma. On est dans le média fantastique. Je m'amuse beaucoup avec ça. Donc, vas-y, toi. Moi, c'est le point de départ. Moi, je suis né en 90. Fait que le point de départ, c'est Jurassic Park. On l'a vu en cassette. Après ça, on a vu le 2, puis le 3, puis donc. Et tout ce qui était dinosaure, mon petit frère, moi et mon petit frère. Mon grand frère, il tripait voiture, police et tout ça. Mais moi, mon petit frère, c'est dinosaure, tu sais. Encore aujourd'hui, si tu me donnes le choix entre une voiture puis un dinosaure, ça va être le Triceratops à tout coup.
Donc, tu sais, on s'imaginait un tricératops qui nous courait après dans la rue en voiture. Tu sais, on était en voiture puis on regardait en arrière. Exactement la scène de Jurassic Park, mais avec un tricératops. Et c'est ça. Puis là, ça faisait longtemps que j'écrivais des poèmes de dinosaures. J'essayais de faire le projet et tout. Mais tu as commencé dans ta jeunesse? Non, j'ai commencé il y a peut-être 4-5 ans. Oui, OK. Vraiment les poèmes de dinosaures. Et quand j'ai décidé vraiment de faire le recueil, je me suis dit, on va faire ça sérieusement. On va aller lire des textes scientifiques. Fait que je suis allé voir. Mais là, je me suis rendu compte de 2 affaires. Un, je suis pas capable de lire ça. Des textes scientifiques de paléontologues émérites là, qui sont profs d'université en paléontologie. T'sais. Donc, un, j'ai de la misère à les lire. Et 2, beaucoup de revues scientifiques, savantes, académiques sont difficiles d'accès pour le commun des mortels. Et il faut payer pour un abonnement. Fait que si tu veux juste un article, c'est compliqué. Il y a des paywalls. Ça peut être coûteux. Ça me tentait pas de m'abonner à ces affaires-là. Donc, j'ai décidé, à la place d'acheter des livres par ces gens-là, mais qui sont plus accessibles. Et là, je dois mentionner mon paléontologue préféré. Donc? Est-ce que tu connais Steve Broussaté, Julien? De nom, mais je l'ai sûrement lu déjà, mais... On l'a ici au salon. Ils l'ont en français. Triomphe et la chute des dinosaures. Non, mais Steve n'est pas là. Steve enseigne à Édimbourg. Mais son livre est traduit en français chez Québec Amérique, je crois, si je ne m'abuse. Super. Extraordinaire, bien raconté. C'est un expert des dinosaures, c'est un paléontologue, mais il parle aussi de la faune des paléontologues, de tous ces gens-là qui font de la recherche. Fait que, il y a un de ses vieux chums qui dirige un musée à New York, un autre de son ancien professeur, il est professeur à une autre place dans une autre université. Il y a une autre madame qui est spécialiste des tyrannosaures. Une des grandes spécialistes des tyrannosaures, c'est une de ses collègues. Et elle nous parle beaucoup de son travail, de ses études, et elle est vraiment impressionnante, cette dame-là. J'ai oublié le nom, mais il la mentionne. Puis, c'est pas mal elle qui a trouvé et théorisé comment on pense que le tyrannosaure mangeait et vivait et chassait. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. La personne qui en sait le plus sur les tyrannosaures, c'est une dame. Quasiment personne ne la connaît. On la salue. On la salue. Je vais aller voir. Le livre de Steve, c'est mon préféré. Et le gars, il s'appelle Steve. Tu sais, c'est drôle. Un paléontologue, Steve. Tu sais, lui aussi, il est né à Ottawa comme moi. Oui. Mais Ottawa en Illinois et non en... Moi, c'est en Ontario. C'est drôle. Tu sais, on est vraiment des jumeaux cosmiques. Mais je te le conseille. Il y a aussi Mike Benton qui est très bien. Que j'ai aimé. Un peu plus... un peu moins romancé, mettons. Steve Broussaté a vraiment une écriture romanesque qui nous raconte des histoires et on a vraiment l'impression que c'est un grand frère ou un grand chum ou un cousin qui est assis à côté de nous puis qui nous raconte ses affaires de dinosaures puis de recherche puis d'expéditions en Chine. Tu sais, il y a un gros boom de découverte de fossiles en Chine dans les années 90 principalement. Donc, il y a eu beaucoup d'expansion de villes et tout ça, mais à mesure que les villes grandissent, on creuse. Quand on creuse, on trouve des dinosaures. Donc, depuis les années 90, c'est beaucoup en Chine que ça se passe, entre autres. Mais tu sais, alors que début 20e, c'est dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Fin 19e, début 20e, à peu près à l'époque de la colonisation. Fait qu'évidemment, les choses qu'on sait sur les dinosaures aujourd'hui, c'est entre autres dû à la colonisation, donc à la dépossession des terres autochtones aussi. Fait qu'il faut garder ça en tête. Faut le mentionner. C'est le fun des dinosaures, mais il faut savoir que les choses qu'on sait, on les sait à cause de fossiles qui ont été trouvés sur des territoires volés. Donc, des fossiles généralement volés sur des territoires qui appartenaient pas aux gens qui sont allés là. J'aime le dire. J'arrivais pas à le plugger dans le recueil parce que ça se bloque mal dans un poème. Toute l'idée de la colonisation, mais on est là pour ça. Pour bonifier ton œuvre. Beaucoup de recherches que j'ai faites, j'ai trouvé des paléontologues du début 20e qui étaient vraiment rigoureux. Tu connais Baron Napxa? Non. Non. Baron Napxa, je connais un baron, c'est toi. Moi, mais c'est ça. Moi, c'est baron Marc-André Lévesque. Je me suis accordé le titre de noblesse, mais il y avait un baron en Transylvanie. Oh, là, là où les vampires. Mais là, on parle de tout ce que j'aime en ce moment. C'est ça. C'est tout ça en même temps. Lui habitait dans un grand manoir parce que c'est un noble. Fait qu'il y avait son manoir familial. Et sa grande sœur avait trouvé un fossile sur le terrain. Mais ça ne l'intéressait pas plus qu'il faut, les dinosaures. Mais lui, quand il a vu le fossile, il a dit « Oh, wow, ça va être ça, ma vie. » Il est devenu paléontologue autodidacte. Wow. Il allait faire des lectures dans des universités et tout, mais c'était pas un vrai professeur. Il n'a jamais été admis dans les universités parce qu'il n'a pas suivi le chemin. D'après ses observations, c'est juste ses observations, ses recherches. Il lisait beaucoup. Fait qu'il était comme un peu en marge du monde académique dans les années
début 20e, là, tu sais. Puis à un moment donné, ce monsieur-là, il s'est fait un amoureux en Albanie. Il s'est fasciné pour l'Albanie et il voulait devenir le roi de l'Albanie pendant leur révolution. Mais les Albanais ont fait comme, ouais, mais t'as pas d'affaires ici, t'es transylvanien, t'as pas... Ça serait bizarre. Il a fait comme, OK, d'abord, puis il est retourné dans son château. Puis il a continué à vivre. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, il est décédé dans des circonstances un peu troubles que je nommerai pas ici. Mais parce qu'avec la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de familles monarchiques, beaucoup de familles nobles qui se sont effondrées un peu, parce que les pays se sont émancipés de ça, sont devenus beaucoup des démocraties à ce moment-là. Dans l'histoire, on parle en Allemagne. Lui, c'était en Hongrie. Fait que la couronne de ce coin-là, ça a disparu. Ils ont abdiqué, ils sont partis. Donc, tout ça pour dire, Baron Franz Dinobrza va lire là-dessus. Parfait. Il n'y a pas de film sur lui encore, mais tout le monde que j'ai... Tu sais, Steve, il en parle, il dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas de film sur ce gars-là, parce qu'il est tellement étrange, puis drôle, puis extravagant, puis... Mais là, c'est fascinant, parce que toutes tes recherches, j'ai l'impression que tu pourrais écrire un livre sur tes recherches, ton expérience. Puis je me demandais, toi, dans le fond, pour ton recueil de poésie, là, tu as dit que tu prenais les espèces de dinosaures au hasard, mais tes recherches t'inspirent dans quel sens pour tes poèmes? Bien, au sens où Jurassic Park, ça m'a marqué. Si tu permets, on n'en a pas parlé, mais la prémisse de l'histoire, parce que moi, c'est ça, j'ai adoré ce recueil de poésie-là, en partie parce que c'est très narratif. Tu racontes une histoire, il y a une chronologie et il nous reste 10 minutes. Le temps passe tellement vite quand on parle de nos passions. Et donc, en gros, c'est les dinosaures débarquent dans notre époque, dans notre monde moderne. Bloup, comme ça. Oui, c'est ça. Du jour au lendemain. Comme les Avengers, mais inversés. On n'explique jamais pourquoi ils arrivent. Ils font juste arriver, ils sont là, puis à la fin, ils s'en retournent chez eux. Bloup, comme ça. Il y a pas c'est pas science-fiction, on explique, là, ils ressortent d'un volcan ou ils arrivent de l'espace ou whatever. Non. Bloup. Belle magie, surréelle. Je me suis dit, regarde, les gens, ils vont comprendre. C'est juste, ça fait bloup et tout à coup, il y a des dinosaures. Et c'est pas important. Personne m'a dit que j'avais pas le droit de faire ça dans un livre. Fait que faites ça dans vos livres, les gens. Bloup, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème, pas besoin de l'expliquer. C'est ce qui se passe après qui est intéressant. Exact. C'est la vie au quotidien avec les dinosaures. C'est un dinosaure qui fait un gros caca dans la rue, puis les autobus peuvent pas passer. Les enfants peuvent pas aller à l'école. Fait que là, les voisinages, il faut qu'on pelle le caca. Le Parasaurolophus qui se pogne les jambes dans un parc. Là, il est en dessous d'une structure comme ça, puis il est pogné. Le chant de la horde d'ankylosaures qui sont solidaires entre eux. L'ankylosaure, ils se cognent l'orteil sur le frigo, puis là, il fait « Ah! » Puis là, toutes les autres, pour pas que les carnivores sachent quel ankylosaure s'est blessé, bien, toutes les autres herbivores autour, pour le camoufler, se mettent à crier en même temps que lui. C'est un peu comme la scène dans Spartacus. Quand l'empereur dit c'est qui Spartacus là, qu'on a le condamné, puis là, lui, il se lève, il dit c'est moi. Puis là, son chum à côté, il dit non, c'est moi Spartacus. Puis toute la crowd, un après l'autre, sont 200, ils disent non, c'est moi. Puis là, l'empereur, il ne sait plus qui condamné, qui est. Ça vient des ankylosaures. Ça vient des Mon poème d'ankylosaure vient de cette scène. C'est ça. C'est une espèce de solidarité de on va pas laisser un de nous, celui qui est blessé, se faire manger par un tyrannosaure. On va tous être une cible potentielle, puis ils ne sauront plus donner de l'attaque. Exact. Tu sais. La bienveillance reptilienne, c'est magnifique. Exact. OK, on a parlé de nos dinosaures préférés. Moi, j'ai une question, par exemple. Je t'écoute. Tu as des mammifères là-dedans. Il y avait des petits mammifères à l'époque des dinosaures. Et je veux que tu nous en parles, parce qu'il y a un gros tigre épeurant, puis il y a un petit genre de... C'est quel un rat. Un rat. Il y a un petit rat, mais c'était comme pas certain si c'était une marmotte, mais il y avait comme une longue queue de rat, mais il était plus gros qu'un rat. C'est un gros rat préhistorique. C'est un répénomamus. Un répénomamus, merci. Et, écoute, bonne question. Dans le fond, il y a 2 catégories de personnages dans mon récit. Tu as les parlants. Donc, ceux qui parlent, ceux qui sont habillés, ceux qui vivent en société, ceux qui sont plus ou moins civilisés, ça dépend de qui on parle. Leur mission, leur quête, leur désir. Bien, même les habitants, donc ceux qui sont dotés de la parole et d'une certaine intelligence variable. Mais ça, c'est tous des dinosaures, non? Oui, en effet. Ou des reptiles marins, parce que j'ai vu que ton oracle, c'est pas un dinosaure, là, c'est un reptile marin. Oui, il y a des ptérosaures aussi. Des ptérosaures qui sont pas des dinosaures. Les ptérodactyles, c'est pas des dinosaures. Volants. Mais les oiseaux, c'est des dinosaures, par exemple. Dinosaures aviaires. Les oiseaux autour de nous, hein? Exact. Les dinosaures aviaires. Et donc, tu as cette première catégorie-là, les parlants, que j'appelle, et tu as les dinosaures sauvages, donc à l'état sauvage, qui ne sont pas dotés de la parole, qui ne sont pas habillés. La majorité sont des prédateurs, donc qui essaient de prédater les parlants, sauf Brutus, qui est un grand tyrannosaure qui est apprivoisé.
Et donc, ça, il y a toute une raison pour ça dans l'histoire familiale de Rex. Et il y a certains mammifères, comme dans le deuxième album et dans le dernier, tu as un smilodon. Donc, un tigre, merci aux dents de sable, que moi j'appelle un smiloton parce que c'est le jeu de mots avec chaton. Et lui, c'est un mammifère sauvage, mais là, il n'est pas vraiment apprivoisé. En fait, il est ensorcelé. Pardon? OK, il est ensorcelé. Il est ensorcelé par Patchy, qui elle-même a été ensorcelée, qui développe ses propres pouvoirs magiques. Wow! Donc, il y a c'est aussi... vrai, il y a de la sorcellerie là-dedans aussi. Oui, parce que c'est fantastique médiéval. Il y a aussi Lupi. Lupi, c'est le petit animal de compagnie de Razo, qui est un jeune voyou des ruelles de Triasio, un jeune Parasaurolophus. Et, un petit bum. Un vrai petit bum des ruelles de Triasio. Wow. Et Lupi, c'est un rat préhistorique. Et pour la petite histoire, il est inspiré de mon chien, qui est j'ai un chihuahua, et il ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est ça, je me disais que c'est un genre de chihuahua préhistorique. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas autant de dents qui sort, le mien, là. Et il manque un bout d'oreille parce que les ruelles de Triasio. Ça joue rough. C'est ça que j'aime avec ton œuvre, c'est que tu as vraiment construit un univers vraiment complexe puis cohérent. Puis, tu sais, dans les ruelles de Triaso, il y a un petit bum Parasaurolophus, puis il fait partie de l'intrigue, tu sais. J'aime vraiment... Moi, c'est le world building dans les œuvres de fiction, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est vraiment ça qui m'engouffre dans une œuvre, surtout en bande dessinée, parce que là, tu vois autour, tu sais, comme dans... les Ananas de colère, par exemple, de Caton. Oui. Moi, j'aime ça aller à Trois-Rivières, hawaïen, parce que ça n'existe pas. C'est ça. Comme j'aime visiter ce monde-là, qui est complètement imaginé, mais qui se base sur une vraie connaissance des dinosaures. C'est ça. C'est que la science m'inspire beaucoup pour cette histoire-là. Puis des fois, il y a certains personnages que j'ai créés, parce qu'il faut dire que j'ai pris une année complète à faire justement la création de l'univers, le world building. Mais ça paraît. Donc, autant la mythologie, l'univers, la géographie, les villages, la culture, les personnages, autant la personnalité, la psychologie que leur physique. Et à ce moment-là, pendant cette année-là, avant la production du premier album, j'avais deux sortes de processus. Souvent, j'avais un personnage et après ça, je me demandais, j'avais écrit sa personnalité, sa psychologie, et je me disais, quelle espèce pourrait bien aller avec ce personnage-là? Oui. Par exemple, j'avais un général de guerre, une brute sanguinaire, et là, je l'imaginais avec une armure incroyable, avec des pics. Un ankylosaure. Donc, le général Hank est venu comme ça. Il y avait le personnage et l'espèce est arrivée en deuxième. Mais pourquoi le petit bum, c'est un Parasaurolophus? Moi, le Parasaurolophus, j'imagine une personne très sereine qui aime le jazz. Bien, je joue avec les contrastes comme ça. Ouais. Tu vois, au départ, j'ai un bon ami, Olivier Carpentier, qui est dessinateur de bande dessinée, qui tripe dino aussi. Puis quand j'ai commencé à travailler sur le projet, il m'a dit, ben là, les vilains, ça va être les carnivores, puis les héros, ça va être les herbivores. Puis je dis, je suis pas sûr. Et je le remercie de m'avoir posé cette question-là parce que ça m'a fait réfléchir, ça m'a un peu confronté. Exact. Et je me suis dit, non, moi, je vais y aller là, vraiment tout mélanger. Puis, et donc, la majorité de mes vilains, c'est des herbivores. Ben oui. L'empereur Tyratops, c'est un styracosaure, donc celui qui a le plus de cornes. Là, il est cool. Connaissez-vous le styracosaure, vous autres? Il est comme 10-12... Toi, tu le connais, hein? Il est comme 10-12 cornes, puis une longue corde sur le nez. C'est ça, exactement. Tu le connais, excellent. Il est cool, le styraco. Moi, c'est un de mes préférés. Et sinon, tu avais le processus inverse. J'avais, exemple, je voulais avoir un personnage, un pachycéphalosaure. Donc, les dinosaures herbivores avec des gros crânes très épais, dégarnis. Et là, je me suis dit, c'est bombé, c'est un gros crâne rond. Il doit avoir un bon cerveau là-dedans. Ben oui. Exact. Donc, je me suis dit, un personnage éduqué, une lectrice. Des lunettes, et là, Patchy est né de ça. Donc, des fois, c'est le processus inverse. Excellent. Voilà. Tigidou. Est-ce que ça paraît qu'on est passionné? On aime vraiment ça, les On pourrait en parler pendant 3 heures. Là, mais là, je regarde l'heure, et là, il nous reste à peu près 2 minutes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on se dit en fin? On peut lire des extraits, si tu veux. Ben oui, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Moi, j'aimerais ça lire New York 2. Ah! OK, vas-y, puis je vais en Je sais pas, il est où, par exemple? Je vais te le trouver, je vais te le trouver, s'il te plaît. Puis après ça, moi, je vais en lire un aussi. Je sais pas quelle scène tu peux lire. Parce qu'en bande dessinée, il manque toute l'image. Hein? Donc, avec la lecture, c'est moins... Mais où ça peut être 2 poèmes? On va commencer par un. Puis, pendant que je vais le lire, tu peux le feuilleter puis en choisir un. Ça va peut-être ouvrir l'appétit. New York 2, je l'ai. Voilà. Ah, il est drôle, celui-là. C'est le préféré à Camille, ma blonde, qui est partie là-bas avec la petite. Bon. Mais c'est son préféré. Je l'ai aussi lu dans le dernier épisode du balado. Donc, alors, où est-ce que c'est? Ça s'appelle, le titre, c'est « À vos amours », New York 2.
entre parenthèses. Donc, ça va comme suit. J'ai vu de loin une date de dinos chancelants émerger de la Hudson vers le coin des finances. Ça se passe à New York. 2 spinosaures qui nonchalaient falaise en lançant leur queue pour apprendre à se connaître. Je les ai vus frencher à côté à la bourse, frotter leurs voiles osseuses et taper du pied. Le mur n'a pas non plus résisté longtemps. J'ai entendu les amoureux s'enfiroiper en défonçant les voûtes de grandes banques internationales, amourachés, rugissant, langourés de bec dans les miettes de nos dettes et les lingots d'or. Je ne suis pas allé voir si les dinos étaient corrects, si le Nasdaq s'était relevé. Pas de mes affaires. Je sais très bien, de toute façon, qu'on peut tomber en amour et brasser de belles choses dans un abri fait de ruines. N'est-ce pas magnifique? Hein? Les 2 plus grands... Oui, merci, Julien. Merci à toi pour ce magnifique poème. Les plus grands carnivores à ce jour découverts, les 2 spinosaures qui s'accouplent, on va se le dire. Oui, hein? dans Et la qui bourse. détruisent le capitalisme en même temps. faisant. C'est tellement la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Je trouve ça magnifique. Et là, j'avoue que ça se lit bizarrement de la BD. C'est-tu correct si je lis un peu? Oui, vas-y. T'avais-tu une demande spéciale à part New York 2? J'ai bien aimé celui qui ils font la projection cinématographique le soir là, dans les ruelles. J'ai trouvé très drôle, celui-là. Ma vie en cinémascope. C'est le préféré à mon ancien éditeur, d'ailleurs. Bon, on le salue. On salue Carl qui n'est pas là. Bon. Je l'aurais vu, il est vraiment très grand. Là, il se serait cogné au plafond. Ça commence avec une citation d'Offenbach. Je sais pas si c'est moi qui est trop grand. Peut-être bien que je mélange la vie puis les vues. C'est après un bout, personne n'osait, mais on a fini par présenter Jurassic Park aux dinosaures du quartier. On a projeté ça sur un grand drap, accroché à cheval sur le poteau des balançoires. On a attendu l'heure parfaite avant qu'il fasse trop noir, les fanions, les ballons, les lumières de carnaval. La voisine a même sorti sa vieille machine à barbe à papa. Spared no expense, comme disait le monsieur dans le film. On se tient pas loin d'eux, on les observe, on anticipe leurs questions. Peut-être qu'on voit ça plus gros que c'est. Troublé dans l'hypnose, le tyrannosaure se regarde au galop à l'écran, gymnaste improbable aux trousses de Jeep fluo dans la boîte. Il finit par croquer les vélociraptors, trop gros pour être vrais. Les raptors émergeront transformés du visionnement, ne fitteront plus dans les cartes de porte, mais sauront les ouvrir. On les regarde regarder ça. On essaie de trouver dans leurs yeux jello quelque chose d'un ami qui comprend. C'est pas clair, mais on a l'impression qu'ils ont trouvé ça drôle un peu. Ça finit de même. Quelle scène incroyable. Bravo. Donc, bravo, merci. bravo. Merci à Lindsay au son. On peut Oui, saluer merci Lindsay. beaucoup, Lindsay. Tu Alors, as fait un excellent job au son. Merci au Salon du Livre merci tout le d'avoir accueilli monde cet d'avoir événement. assisté à cette discussion. C'est notre première rencontre. Notre première rencontre. C'est un honneur, c'est Marc-André. un honneur aussi. J'ai finalement rencontré un des gars de C'est quoi le Raptor. Laurent, je le connaissais déjà. Donc voilà. Toi, es-tu en signature plus tard aujourd'hui? Oui, j'allais te demander la même chose. Donc, à 12h30, je signe chez Presse Aventure. C'est juste là, dans le coin, juste au bout, là. De 12h30 à 15h. C'est ma dernière séance de l'année. Je dis ça de même. Excellent. Et toi? Moi, je suis plus en signature, mais je vais passer par les éditions de ta mère pour saluer le monde, dire bye-bye. Donc, si ça donne qu'il y a des signatures à faire à ce moment-là, ça se peut que j'en fasse. Sinon, c'est pas bien grave. Ben oui, accrochez-le. D'autres salons en 24, là, mais on va voir. J'aime ça dire en 24. On n'est plus obligé de dire 2000. En 24. On dit juste 24. Okay. C'est bon? On peut se mettre d'accord là-dessus, les chums? Excellent. Mais tout ça pour dire que je vais être quand même disponible, mais allez voir ces BD, c'est extraordinaire. Vraiment construit un univers complexe et intéressant. Et on n'en a pas assez parlé, mais je trouve ça vraiment fascinant ce que tu fais. C'est puis très gentil. pour les jeunes, moi, à cet âge-là, je lisais beaucoup de BD, puis j'aurais capoté là-dessus. Moi aussi, j'aurais puis capoté. Je capote déjà là-dessus, puis j'ai 32 ans. Mais écoute, c'est pour correct, tout le je vais les monde. lire à la maison, exact. Donc, voilà. Merci infiniment. Merci C'était un à plaisir. Toi, Julien. Bon merci salon. au Salon du Livre. Merci à vous d'être venus. Oui. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine et ça finit de même. Bon dîner. Bon Et la dîner, vie trouve toujours un chemin. Bon dîner. Oui, d'ailleurs, je vais aller manger. toujours son chemin, exact. Et Julien doit trouver un dîner. Julien a trouvé un dîner. Merci Peut-être beaucoup. un dîner dino, on ne sait pas.